Bien, merci à toutes et à tous d'être connectés, présents. Je pense qu'on va pouvoir commencer. On est une vingtaine. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter déjà le sujet. On a souhaité faire un webinaire dans le cadre d'Opure pour détailler un petit peu les enjeux de la révision de la DRU, la directive sur les eaux résiduaires urbaines, qui a été adoptée récemment et qui va devoir s'appliquer en France, en droit français prochainement. Donc Sabrina Guérin, directrice innovation du CIAP, nous fera un aperçu dans un premier temps des attendus de cette révision de la DRU dans le contexte du CIAP et puis voilà, des enjeux qui vont devoir être abordés dans les prochaines années, dans les années à venir. Et puis dans un second temps, je vous ferai un aperçu des connaissances qui ont été acquises dans le cadre du programme Opure dans les phases précédentes et ce qui est abordé dans la nouvelle phase, la phase 6, en lien avec cette révision de la DRU. Voilà. Et puis je pense qu'on laissera un petit temps de discussion après chaque présentation. Et puis, voilà. On vous laissera aussi la parole pour échanger. Donc Sabrina, si tu es prête, on peut commencer par ta présentation. Très bien, merci Julien. Bonjour à toutes et à tous. Donc la DRU, la directive cadre sur les eaux résiduaires urbaines. Donc là, actuellement, nous vivons, on va dire, un événement, puisqu'on parle de révision, une révision qui a été adoptée. À noter que la directive, la DRU n'a pas été révisée depuis 1991, donc il était temps, on peut se le dire. La DRU 2, elle a été donc adoptée fin 2024 pour une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2025. Donc, elle est déjà entrée en vigueur, mais on attend donc la transposition au droit français de cette directive qui doit se faire d'ici le 31 juillet. Donc, voilà. Alors, il y a une particularité dans cette nouvelle version de la DRU, c'est que les exigences, elles sont élargies en intégrant des enjeux environnementaux et sanitaires, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, les grands objectifs qui sont majeurs, voilà, on retrouve la réduction des eaux pluviales, voilà, ce qu'on appelle la directive collecte, le traitement renforcé des macropolluants, principalement l'azote et le phosphore, et je reviendrai un peu plus en détail sur ces différentes prescriptions, et puis une nouveauté, c'est le traitement des micropolluants avec, il y a encore la sémantique aussi à travailler, on parle de traitement quaternaire lorsqu'il s'agit de micropolluants. Et puis enfin, un élément aussi marquant, c'est la question de la neutralité énergétique, là qui est visée. On voit bien que tout ça, ça fait une équation qui n'est pas simple à résoudre. Alors, la mise en norme de cette directive, elle est bien sûr à l'échelle nationale, mais aussi progressive. Voilà, progressive entre 2030 et 2045, avec des échéances de conformité, en tout cas en nombre de stations conformes qui est croissante, pour laisser finalement le temps aux investissements. Alors, le calendrier, il est en fonction de la taille des stations d'épuration, mais aussi au niveau de sensibilité du milieu récepteur. Moi, ce que je vais présenter par la suite, c'est bien sûr le cas de la région de l'agglomération parisienne, donc le cas du CIAP, donc avec une vision qui est adaptée aux grosses installations et dans un contexte de sensibilité de la rivière. Donc, le cas le plus contraignant. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail sur ces prescriptions et surtout vous partager notre vision de cette directive et comment nous l'appliquons, ou comment nous comptons
appliquer ces nouvelles directives, sachant que, voilà, on attend la transposition d'ici 2027 pour préciser certaines exigences qu'il faudrait tenir. Alors, nous avons on va dire une lecture qui est dictée par notre schéma directeur industriel avec des cibles de performance. Voilà, les pictos que vous voyez, c'est des pictos complètement SIAP, voilà, qui reprennent ces 9 cibles de performance. Mais en gros, voilà, j'ai mis les grandes familles de cibles. C'est cibles de performance du système d'assainissement, donc ce que vous avez en rose, les cibles de performance environnementale, et puis des cibles de performance, de résilience et d'intégration de nos installations. Voilà, ça c'est les 3 grandes familles. Et si on prend les prescriptions, en tout cas les exigences de la DRU2, alors on les a classées selon ces trois catégories. Alors, en termes de performance, alors je vais les dicter, je vais les brosser rapidement. Ensuite, alors on va rentrer un peu plus dans le détail de chaque cible. Pour la performance système d'assainissement, donc là, première chose, c'est ce qu'on appelle la cible, la conformité collecte, avec la mise en place, voilà, on doit mettre en place un plan de gestion intégré des eaux résiduaires urbaines pour limiter les déversements des eaux de pluie avec des cibles qui sont visées. Renforcer les exigences, voilà, pour l'azote et le phosphore de nos usines d'épuration, et systématiquement, j'ai mis entre parenthèses, voilà, le calendrier pour lequel nous devons être en conformité. Le traitement des micropolluants chimiques et selon usage biologique. Alors, ce qui est derrière biologique, on le verra aussi par la suite, c'est principalement pour les zones qui sont concernées par des activités récréatives et de baignade. Il y a la question sur les modalités de financement qui est indiquée. Alors, sans précision, aujourd'hui, qu'on appelle la responsabilité élargie des polluants, des producteurs, pardon. Voilà. Ce qui est visé par la directive, c'est que pour tout ce qui est voilà, du fonctionnement et l'investissement des traitements quaternaires, c'est financé voilà, en majorité par la REP. Voilà, bon, c'est un sujet, on va dire, sensible pour les industriels, mais voilà, c'est en cours de discussion. La neutralité énergétique, voilà, qui est visée, et c'est pour ça que je dis que c'est une équation qui n'est pas simple à résoudre, parce qu'on voit qu'à la fois, nous devons accroître le traitement, et en plus rajouter des traitements complémentaires, et on sait que tout ça, ça a bien évidemment un coût énergétique. En termes de performance environnementale, ce qui est indiqué, c'est surtout, ça vient appuyer, on va dire, ce qui existe déjà, ce qui est dicté par la directive cadre sur l'eau, hein, donc qui fixe des objectifs de restauration de nos masses d'eau. Voilà. Grosso modo, ça vient fluidifier ce process avec un rapportage qui est plus fréquent à l'Europe, en termes, et notamment en termes d'impact de l'assainissement. Et ça vient aussi introduire une question de la pollution qui est apportée en milieu récepteur, notamment de tout ce qui pourrait venir de nos stations d'épuration. Donc là, il y a la question des biomédias, voilà, qui est indiquée, mais voilà, en gros, c'est ces biofiltres, voilà, c'est les billes de biofiltres
que nous avons pour le traitement biologique. Réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre. Là encore, c'est alors c'est une directive qui vient affirmer la stratégie nationale bas carbone. Voilà. Une mention aussi sur les espaces, les espaces verts en zone urbaine, en liaison pluviale à la source. Concernant la résilience et l'intégration des installations, il y a une incitation à prendre en compte le changement climatique à la fois dans la conception et l'exploitation de notre système d'assainissement. Et enfin, le dernier volet sur l'intégration des installations. Là, pour le moment, c'est que des incitations, des indications. On n'a pas encore de précision. Surveiller les microplastiques, voilà ce qui est indiqué. Pour l'instant, on ne sait pas, il n'y a pas d'exigence formelle, que ce soit en termes de fréquence ou de cible à atteindre. Mais en tout cas, premier texte, c'est indiqué. Microplastique, la réutilisation, et puis d'autres polluants, on va dire, contamination émergente qui est visée. Alors là, c'est la vision macro de la DRU2. Alors, maintenant pour chaque cible, voilà, quelques précisions sur les exigences et ensuite voilà, quelques éléments sur les moyens à mettre en œuvre ou que nous comptons, nous, SIAP, à mettre en œuvre pour répondre à cette cible. Directive collecte. Donc, ce qui est indiqué, c'est de réduire la pollution des eaux de pluie à un faible pourcentage. La cible qui est indiquée aujourd'hui, voilà, cible de 2%, de se rapprocher au maximum de ces 2% exprimés par rapport à la charge de ton sec de nos installations. Et là, la question des microplastiques est également indiquée pour les eaux, les déversoirs d'orage. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Pour nous, il faut qu'on mette en place un plan de gestion intégré avec une révision tous les 6 ans, voilà, pour respecter en tout cas cette cible. Alors nous, ce que nous avons identifié, bien sûr, c'est de traiter à la source ces eaux de pluie. Il y a le levier de la désimperméabilisation qu'il faut aussi promouvoir. Et puis, bien sûr, la question de l'optimisation de l'exploitation. Voilà, notamment si on a des nouvelles infrastructures, et on en aura. Voilà, bon, ça, c'est uniquement pour information. Aujourd'hui, on a un contrôle technique presque de l'autosurveillance qui doit être mise en place dès cette année avec une fréquence qui va être régulière là par les agences de l'eau. Voilà. Et enfin, il y a aussi cette précision qui est indiquée sur le suivi des intrants. Là, on parle des eaux non domestiques, voilà, en renforçant bien sûr ce suivi des métaux lourds, les microplastiques, les micropolluants, y compris les PFAS. En tout cas, cette phrase-là, elle a été prise telle quelle du texte réglementaire. Bon, et enfin, vous avez le calendrier, mais je ne vais pas le commenter. S'agissant de l'azote et de le phosphore. Alors, pour ces deux cibles, on a une exigence qui est augmentée de 10 points. Aujourd'hui, les performances en azote et en phosphore, respectivement, sont de 70% et de 80%. Là, on doit viser 90%
pour le phosphore et 80% pour l'azote. Voilà. Donc, une exigence voilà, accrue qui nécessite. Alors, pour ça, il n'y a pas de difficulté particulière, on sait faire. Là, c'est de la construction. Hein, voilà. On peut optimiser l'existant, mais pour atteindre ces nouvelles exigences, on va dire très exigeantes, voilà, il faut investir. Et puis, il y a quelques notions sur les situations habituelles, mais ça, c'est vraiment très, très exploitant pour prendre en compte les températures qui pourraient être plus faibles. Alors, la mise en conformité, encore une fois, voilà, c'est 2033-2039. Et vous allez voir que globalement, c'est le même calendrier. C'est le pourcentage de steps, de stations qui doivent être en progression sur ce calendrier-là. Pour les micropolluants. Alors, pour les micropolluants, là, l'objectif clair affiché, c'est de réduire tout type de micropolluants organiques, biologiques, voilà, microplastiques, etc. Mais la cible qui a été visée, elle se base sur une liste de 12 molécules, principalement pharmaceutiques et cosmétiques, voilà, avec un abattement des performances de 80%, voilà, qui doit être visé par ton sec, et notamment des performances qui se basent sur 6 molécules parmi cette liste de 12 molécules. Alors, bon, ça, c'est globalement ce qui est indiqué. Alors, ce qui est aussi suggéré, il y a quand même quelques suggestions sur les technologies à appliquer. On parle de l'ozonation, on parle du charbon actif. Voilà. Globalement, les deux technos qu'on peut qualifier de relativement robustes et pour lesquels on a travaillé quand même assez longuement sur ces procédés-là dans le cadre d'Opure. Il y a maintenant même plus de 10 ans. Donc, nous avons globalement les idées assez claires sur les performances, en tout cas, de ces procédés-là par rapport à nos installations. Pour mémoire, ça c'est bien aussi de le préciser, que les travaux que nous avons menés à l'époque dans le cadre d'Opure montraient déjà des abattements assez satisfaisants de nos filières actuelles vis-à-vis de ces molécules, voilà, à hauteur de 60% en moyenne, mais c'était vraiment entre 30 et 80%. Surveillance, bien sûr, accrue des zones de baignade, lorsque c'est le cas. On parle de désinfection, on peut dire que là, nous, côté SIAP, on est un peu en avance sur cette prescription-là, puisque les 2 stations qui sont concernées par les zones de baignade, elles sont déjà équipées de désinfection, voilà, impulsées par les Jeux olympiques de Paris, et puis la baignade en héritage, puisque aujourd'hui on se baigne. Voilà. Pour la biologie, ça reste toujours dans le même objectif de baignade. Alors, la neutralité énergétique. Ce qui est indiqué dans cette directive-là, c'est 2 choses. Neutralité énergétique à horizon 2045, c'est-à-dire que l'énergie totale utilisée, elle doit être inférieure ou égale à l'énergie produite par les installations à partir de sources renouvelables. Voilà. Donc, on doit produire autant que nous consommons. Mais également, voilà, atteindre la neutralité climatique. Là, c'est vraiment pour appuyer le plan national bas carbone, voilà, qui cible déjà cette neutralité climatique à horizon 2050. Alors, ça vient appuyer cette stratégie nationale, mais aussi quelques indications sur
la partie neutralité climatique, c'est d'avoir cette harmonisation des pratiques de calcul des bilans nationaux, parce que c'est des bilans réglementaires, mais avec des pratiques, on va dire, il n'y a pas encore complètement de consensus, mais voilà, de viser cette harmonisation, mais également qu'on mette en place des plans d'action, de maîtrise et de réduction des émissions de ces gaz à effet de serre. Alors, c'est un plan d'action voilà, qui doit être mis en place sans prescription particulière, mais voilà, chaque collectivité doit le mettre en place, se fixer ses propres objectifs, sachant que sachant qu'on a quand même cette stratégie nationale qui fixe des cibles à atteindre jusqu'à 2050. Pour l'énergie, pour la neutralité énergétique, là, c'est progressif également. Bien sûr, il faut tendre à vers la neutralité énergétique à horizon 2045, mais il y a des paliers, 20%, 45%, 80%, ensuite c'est 100%. Alors, nous, le SIAP, aujourd'hui, on est en avance. On est en avance puisque nous sommes globalement autonomes à hauteur de 50%. Voilà. Donc, voilà. On doit travailler encore pour tendre vers cette cible des 100%, on va dire, de la neutralité. Alors, on a quelques pistes, mais à ce jour, la neutralité, elle n'est pas possible, en tout cas, pour nous. Alors, on peut tendre vers les 70%. Au-delà, on n'arrivera pas. Voilà. On a fait cet exercice. Bon, maintenant, on attend la transposition pour voir à quelle échelle nous devons raisonner. Voilà. Est-ce que c'est vraiment à l'échelle de la station? Est-ce que c'est à l'échelle du SIAP? Est-ce que c'est à l'échelle de l'agglomération? Voilà. En tout cas, tous ces éléments-là restent encore à clarifier et à préciser. Je vais accélérer parce que je vois que le temps file. Pour l'action sur la biodiversité, là c'est pareil, hein, ça vient confirmer, affirmer la stratégie nationale de biodiversité, voilà, pour créer une cohérence et appuyer cette nécessité. Donc, qu'est-ce qui est indiqué? C'est voilà, suivre toutes ces substances dans les milieux aquatiques et avec un objectif de préservation de la biodiversité. Alors, les milieux aquatiques qui sont visés, mais aussi tout ce qui est eau pluviale, la gestion des eaux pluviales pour favoriser cette biodiversité. Encore une fois, ils mettent partout, parce que c'est logique, il y en a partout, cette question de microcontamination hein, qu'il faut limiter. Et enfin, il y a une nouveauté quand même dans la DRU2, c'est la valorisation des ressources. Ils ont même parlé de ressources précieuses. Ça, c'est pris tel quel voilà, de la réglementation. Alors, ressources précieuses, c'est l'eau, l'eau traitée, donc on parle de REOUT, et des nutriments, récupération du phosphore, récupération de l'azote. Voilà, c'est quelque chose qui sont visés, encouragés. Après, à quelle hauteur et pour quel type d'installation, ça, là encore, on attend la transposition pour voir plus clair. Il y a une question aussi de surveillance sanitaire en routine qui est visée, parce qu'on a parlé beaucoup du suivi du SARS-CoV-2. L'idée, c'est d'avoir aussi une structuration, peut-être aussi à l'échelle nationale, pour qu'il y ait cette surveillance voilà, plutôt épidémio dans les eaux usées. Encourager la transparence avec l'information du public. Et puis, cette question de changement climatique qui doit être absolument prise en compte
donc l'exploitation, donc notre exploitation du système d'assainissement, que ce soit les inondations, la sécheresse, etc., mais aussi de prendre en compte l'évolution du GIEC ou du changement climatique dans la conception. Voilà, donc encourager la réutilisation des eaux là où c'est nécessaire, ou si pertinent même, pardon. Valoriser le retour au sol, ça c'est important, les eaux d'irrigation, mais aussi le bout, le retour au sol des boues d'épuration, avec des exigences qui vont être un peu plus accrues en termes de micropolluants, mais aussi des microplastiques. Maintenant, on s'intéresse un peu plus sur le devenir de ces boues dans nos sols. Et puis, pour le réseau national de surveillance coordonnée, je l'ai évoqué par rapport au virus, mais aussi la question de la résistance antimicrobienne qui est clairement fléchée. Voilà. Je voulais finir avec cette slide pour dire que le CIAP a publié pour la première fois son plan pluriannuel d'investissement 2024, des 10 ans, 2024-2034, où vous avez tous les détails de nos opérations, que ce soit en termes de type de travaux, d'ouvrages, et bien sûr le calendrier et les coûts associés. Et bien sûr, Opur a été et restera un acteur fort dans cette évolution de la directive sur les eaux résiduaires urbaines. Oui, c'est bon. Donc, je vais vous faire un bref aperçu, merci, un bref aperçu des apports du programme Opur sur les enjeux évoqués par Sabrina dans la DRU. Alors, évidemment, on les a pas tous forcément abordés, mais on a vu certains qui ont été fortement abordés dans les phases précédentes, en particulier sur l'élimination des micropolluants. C'est surtout là-dessus qu'on a beaucoup travaillé depuis plus d'une dizaine d'années. Donc déjà, dans les objectifs des travaux qui avaient été menés, c'était essayer de documenter déjà l'occurrence des micropolluants dans les filières de traitement, et puis la réduction des concentrations déjà dans les filières existantes, dans les filières conventionnelles, la compréhension des processus d'élimination également, et puis progressivement, on est allé de plus en plus vers cette compréhension des processus, et puis du devenir des micropolluants, et puis aussi des sous-produits qui sont éventuellement formés, et puis de leur toxicité éventuelle. Donc, vous voyez, sur la phase 4 et la phase 5, sur la phase 4, on avait beaucoup travaillé sur les polluants prioritaires, et puis progressivement, on a travaillé de plus en plus sur les polluants émergents. Dans la phase 5, la dernière phase la plus récente, on était surtout focalisé sur ces polluants émergents, qui sont ceux qui vont être ciblés dans la DRU2. Et puis aussi avec des nouvelles techniques de caractérisation, des analyses non ciblées, et puis des analyses d'écotoxicité. Donc, comme je disais, oui, on est allé de plus en plus vers des polluants émergents qui vont être ciblés par la DRU, et puis des analyses complémentaires, non ciblées, et puis l'évaluation écotoxicologique. Donc, avec plusieurs types d'approches, vous voyez, on a sur la droite des analyses ciblées réalisées sur ces molécules, à la fois dans les usines, grandeur nature, et puis aussi sur des pilotes industriels. Sur des pilotes, un gros pilote d'absorption en particulier que Sabrina a montré en photo tout à l'heure, le Carbo Plus, avec différents modes de traitement. Donc, il y a eu beaucoup de travaux sur l'évaluation des performances de traitement à la fois des filières conventionnelles, aussi un petit peu de travaux sur la file boue, on parlait des boues juste avant. Donc, il y avait déjà eu des travaux, on parlera juste après, et puis, mais surtout en grande partie sur la file eau et sur ces pilotes d'absorption sur charbon actif. On a eu aussi de plus en plus des approches laboratoires avec des caractérisations plus spécifiques, de cinétique, etc., avec différents procédés, que ce soit de l'absorption ou des procédés d'oxydation tels que l'ozonation. L'acide performique aussi qui s'est rajouté à ces problématiques-là, mais plus avec une orientation désinfection, mais pas seulement, avec de plus en plus aussi des couplages entre ces différents oxydants et puis d'autres types d'oxydation, avec les UV ou l'ozone, pour réaliser des procédés d'oxydation avancés. Voilà. Donc ces travaux
ont été menées depuis surtout la thèse de Romain Mayer, qui était entre 2012 et 2015. J'ai essayé de faire un aperçu global de tous les apports de ces différents projets, avec à la fois des apports plutôt côté suivi des molécules, connaissance des types de molécules et de leur devenir dans les filières, et puis d'un autre côté, les performances des traitements avancés, les traitements d'absorption sur charbon actif en particulier. Il y a eu beaucoup de travaux en ce qui concerne tous ces sujets-là dans la thèse de Romain Mayer. Et puis, progressivement, on est allé vers des caractérisations dites non ciblées, où on a fait des analyses en spectrométrie de masse haute résolution pour aller au-delà des molécules qui étaient ciblées habituellement, essayer de détecter aussi des produits de dégradation. On a eu aussi beaucoup de travaux au sein du programme OPUR sur les fluides polluants, les sources aussi, l'identification des sources et fluides polluants dans les eaux urbaines. Alors, pas seulement du coup dans les eaux usées des stations d'épuration, mais aussi essayer d'identifier si les fluides biocides, en particulier dans la thèse de Claudia Payens, provenaient plutôt des temps de pluie ou des sources domestiques à travers les eaux usées dans les stations d'épuration. Et puis, donc ça nous a amené progressivement vers la phase 5 à partir de 2017-2018. Donc, dans la thèse de Ronan Guillossou, on a continué à travailler sur les procédés d'absorption sur charbon actif dans la lignée de ce qui avait été fait auparavant, et avec une caractérisation un peu plus fine des processus, et puis un peu plus de différents types de charbon actif pour pouvoir anticiper quels seraient les meilleurs charbons à utiliser dans le cadre des stations du SIAP. Et puis aussi différents types de caractérisation pour savoir l'influence de la matière organique sur les processus d'absorption. Et puis, on a commencé à travailler à partir de cette thèse-là aussi sur les procédés d'oxydation, avec l'ozonation en particulier, qu'on a aussi étudié en couplage avec l'absorption. Je vous montrerai quelques résultats après. Quelque chose aussi d'un point de vue très opérationnel qu'on a étudié, c'était le potentiel de la fluorescence, de la spectrofluorimétrie pour pouvoir prédire les performances d'absorption de ces filtres. Ok, donc là, tout ça, c'était l'ensemble des travaux qui ont été publiés avec à la fois des procédés d'absorption, des procédés de plus en plus d'oxydation aussi, et puis plus récemment, une dernière thèse de Christelle Nadine-Toukaloka qui était plus dédiée à l'acide performique et à la compréhension des mécanismes de cet acide performique, pas seulement dans une optique désinfection, parce que c'est quand même pour ça que c'est utilisé, mais aussi pour la compréhension de la réactivité avec les micropolluants et essayer de produire des radicaux pour faire de l'oxydation avancée à partir de cet acide performique. Donc, pour revenir un petit peu, voilà, à partir de 2012, il y a eu la thèse de Romain Mayer qui a commencé à travailler sur les procédés d'absorption sur charbon actif pour éliminer les micropolluants organiques. Dès le début, c'était à l'époque, il n'y avait pas encore on ne discutait pas encore de cette réglementation là, qui allait arriver, mais voilà, le SIAP avait quand même anticipé, se doutait que ça allait bientôt arriver. C'était déjà dans les tuyaux pour qu'il y ait une réglementation en Suisse aussi. Et donc, on se doutait que ça allait bien finir par arriver en France également. Donc, c'est ce projet-là, dans le cadre d'OPUR et puis d'études du procédé CarboPlus, est construit par la SOR et adapté aux eaux usées, qui était initialement utilisé déjà dans l'eau potable, mais qui a été adapté pour les eaux usées. Voilà, ça a été étudié dans 2 thèses principalement, avec différentes études. Alors, dans la thèse de Romain Mayer, il n'a pas seulement étudié le traitement avancé, mais aussi les filières conventionnelles. Donc, il y avait eu aussi beaucoup de données sur les micropolluants dans les boues, dans la filière boue, avec même 2 articles sur ce sujet. Et puis, sur la file eau, une comparaison des différents types de traitements biologiques appliqués au SIAP, dans les grandes stations d'épuration, entre la biofiltration et les boues activées. Voilà, quelles étaient les différentes performances en termes d'élimination des micropolluants. Et puis après, il a focalisé ses recherches sur le traitement avancé avec beaucoup de travaux sur différents types de charbon actif dans le pilote CarboPlus. Et puis voilà ce que Sabrina avait évoqué tout à l'heure, déjà des éliminations satisfaisantes pour pouvoir envisager d'appliquer ce type de traitement sur les usines. C'est ce qui a été continué ensuite dans la thèse de Ronan Guillossou, avec encore plus de données acquises sur du long terme, sur à la fois les filières conventionnelles, mais aussi sur le pilote d'absorption, avec du charbon actif en micrograins.
Donc, il a étudié un certain nombre de charbons pour voir leur type de performance aussi, comparer les performances de plusieurs types de charbon. Et puis, il a travaillé aussi à différentes échelles, avec des plus petites échelles, notamment pour l'ozonation, mais aussi à l'échelle laboratoire pour mieux comprendre les processus d'absorption et mieux anticiper les performances des différents types de charbon. Donc, à l'échelle pilote, on parlait d'échelle pilote, mais c'était quand même une grosse échelle pilote, avec 860 mètres cubes par jour qui étaient traités sur ce Carbo Plus, là. Et puis des campagnes analytiques réalisées sur du long terme, avec c'était une dizaine sur lesquelles je vais montrer des résultats, mais il y a eu quand même encore plus de campagnes avec différents types de charbon également qui ont été faits. Voilà, installés sur l'usine de Seine-Centre. Dans cette étude pilote, on avait analysé surtout des micropolluants pharmaceutiques. Il y en avait 19 qui étaient détectés dans les eaux du SIAP, 6 pesticides, 2 hormones, et puis un seul PFAS, même si déjà à l'époque on s'en occupait pas trop, il y avait surtout le PFOS et le PFAS qui étaient ciblés souvent, mais voilà, à l'époque on ne s'occupait pas encore de tout l'ensemble de toutes les familles qui sont maintenant ciblées. Voilà, et puis on avait obtenu déjà des résultats intéressants pour montrer l'abattement qui pouvait être satisfaisant pour un certain nombre de molécules, mais pour d'autres, voilà, vous voyez en rouge, il y avait quand même pas mal de molécules qui pouvaient être quand même peu sensibles à l'absorption. Et donc, c'est sur ces molécules-là qu'on a ensuite travaillé pour essayer d'améliorer leur élimination, par exemple par des procédés d'oxydation ou en optimisant les procédés d'absorption. Alors, quelque chose qui n'avait pas été trop fait dans la littérature et qui a été assez original dans la thèse de Roland, c'est d'estimer l'élimination globale des molécules à travers à la fois la station d'épuration et ensuite par le traitement sur charbon actif. Donc, la DRU2, là, ce qui est cible, c'est qu'il y a un abattement de 80% entre l'entrée et la sortie de la station, tout traitement compris. Donc, c'était ça qui était important à vérifier. C'était voilà, si on combine à la fois l'élimination dans le traitement biologique et puis, ou la absorption sur les bouts et ensuite l'absorption sur charbon actif, est-ce qu'on arrive à ce rendement de 80%. Et donc, ce graphique, c'est ce qui permet de montrer. Et puis, on peut voir que pour un certain nombre de molécules, on a aussi finalement un très fort pourcentage d'abattement sur le traitement biologique. Donc, c'est les barres en jaune. Par exemple, le paracétamol, il est éliminé à plus de 99% par biodégradation. Et puis après, la part du traitement avancé sur charbon actif est finalement négligeable pour ce type de molécules-là. Pour d'autres molécules, au contraire, elles sont uniquement absorbées sur charbon actif. Et quand vous voyez qu'il n'y a que des barres bleues, c'est que c'est uniquement le pilote de traitement sur charbon qui permet d'éliminer ces molécules. Voilà, donc ça nous a permis de mieux comprendre quelles molécules sont mieux abattues à tel endroit de la station. Est-ce qu'il faut vraiment rajouter un traitement avancé pour éliminer ces molécules. Alors après, il y a des molécules comme le diuron, le cron, je ne sais plus s'il est affiché, voilà, ils sont abattus uniquement par absorption. Puis il y a d'autres molécules comme le sulfaméthoxazole qui restent récalcitrantes à l'absorption. Donc à l'époque, on n'avait pas encore de réglementation, mais on s'est basé sur la réglementation suisse pour essayer de comparer les performances des différents procédés. Là, j'ai remis. Donc, c'est exactement ce qui est prévu maintenant en Europe. C'est 80% d'abattement pour 6 molécules parmi une liste de 12. La liste n'est pas exactement la même, à quelques molécules près, mais dans l'ensemble, c'est quand même globalement les mêmes molécules. Ça, je vais passer. Donc, ensuite, on a étudié l'ozonation pour savoir si les procédés d'oxydation pouvaient aussi être envisagés sur les eaux du SIAP. Donc, même chose avec des pilotes mis directement en ligne sur l'usine de Seine-Centre, dans le hall d'essai du SIAP. Et puis, voilà, ça a permis de voir les performances qui pouvaient être attendues sur tout l'ensemble de ces molécules, avec des molécules qui sont plutôt, vous voyez en haut à gauche, un premier groupe de molécules qui peut être très bien abattu avec l'ozone. Et puis après, on a des molécules plus récalcitrantes, par exemple le groupe C, pour lesquelles, si on veut obtenir des rendements d'abattement à plus de 80%, il faut augmenter la dose spécifique d'ozone à plus de 0,8 g par gramme de carbone traité. À l'époque, on regardait surtout en abattement moyen. Donc, on avait surtout regardé en bas à droite l'abattement moyen pour voir à quelle dose on peut obtenir ce 80% d'abattement moyen et voilà, la dose qui pourra être utilisée comme référence par le SIAP. On avait trouvé finalement cette dose de 0,4 g d'ozone nécessaire pour éliminer ces molécules.
Alors, ce qui avait été aussi quelque chose d'assez novateur par rapport à la littérature, c'était d'étudier le couplage ozone et adsorption sur charbon actif. Et on avait montré qu'il y avait des synergies qui pouvaient être intéressantes parce que les molécules qui sont mal adsorbées sur le charbon actif, forcément celles qui vont, peuvent être celles qui vont être mieux abattues par l'ozone et vice-versa. Il y a des molécules récalcitrantes à l'ozone qui sont quand même bien abattues sur le charbon actif. Donc on avait étudié le couplage de ces deux techniques. Bon, évidemment, c'est pas forcément quelque chose qui est qui peut être facile à mettre en place, même financièrement, mais en tout cas, on avait essayé d'étudier, voir si avec une faible dose d'ozone, par exemple, donc pour essayer de limiter la consommation énergétique de l'ozonation, est-ce qu'on ne pouvait pas améliorer des performances d'absorption sur charbon actif. Donc c'est ce qu'on a vu, il y a vraiment des synergies, vous voyez, les flèches rouges, c'est ce que ça représente, c'est quand on a on a une plus forte absorption lorsqu'on applique une faible dose d'ozone en amont de certaines molécules. On a vraiment des molécules qui vont être mieux abattues sur le charbon actif une fois qu'elles ont été pré-ozonnées. Et puis, à l'inverse, on avait aussi une augmentation de l'élimination de certaines molécules quand on a, pour les molécules qui étaient faiblement absorbées sur le charbon actif. En termes opérationnels aussi, on a fait une étude assez poussée sur le potentiel de la fluorescence 3D pour prédire les performances d'abattement des molécules sur ce pilote d'absorption. Ce qui avait été fait dans la première thèse de Romain Meyer, c'était montrer qu'il y avait une corrélation entre l'absorbance UV et l'abattement des molécules, avec voilà, un modèle qui donnait une corrélation avec un R carré de 0,8 environ. Et donc dans la thèse de Ronan Guillaussou, il a montré qu'on pouvait avoir des modèles qui étaient encore plus performants, avec des coefficients de corrélation supérieurs à 0,9, entre différents fluorophores, on appelle ça, vous voyez, c'est les zones de fluorescence qu'on peut faire ressortir sur une cartographie 3D en 3 dimensions de fluorescence des échantillons. Et donc, on pouvait non seulement avoir un bon modèle pour prédire l'abattement moyen, c'est la figure en haut à gauche, dans les 4 petites figures, c'est celle du haut à gauche, mais en plus, on peut aussi prédire l'abattement de molécules spécifiques. Donc, on peut avoir des modèles spécifiques pour les molécules CP, la carbamazépine ici, le propanolol, ces molécules. Voilà, on peut essayer de prédire leur abattement qui va être différent selon les molécules, mais on peut prédire, à partir de la fluorescence, on peut prédire avec précision l'abattement de ces molécules. On a eu aussi un certain nombre de travaux ces dernières années sur estimer la toxicité des produits de dégradation. Donc ça c'est le sujet qui vient immanquablement dès qu'on parle d'ozonation. On dit, bah oui, mais les molécules, elles vont être dégradées, mais en quoi elles vont se dégrader? Est-ce que ça va former des sous-produits? Donc, on a, dans le programme OPUR, on a beaucoup travaillé sur ces produits de dégradation, à la fois pour essayer de les détecter par spectrométrie de masse, mais aussi essayer de voir leur toxicité. En particulier, ces quelques exemples, on a travaillé beaucoup sur le furosémide ces dernières années, dans le cadre de différentes thèses, avec différents modèles d'écotoxicité, vous voyez, sur des algues, des daphnies ou des larves de poissons zèbres. Et puis, on a développé au laboratoire au LESU un certain nombre de tests de toxicité sur ces modèles, pas seulement de la mortalité pour voir si on a une toxicité aiguë, mais aussi des tests plus sensibles où on peut voir, par exemple, est-ce qu'il y a un impact sur la croissance des algues ou un impact sur le comportement des poissons. Et donc, sans qu'il y ait forcément de mortalité, on arrive à montrer qu'il peut y avoir quand même des impacts sur les espèces qui sont ciblées. Alors, j'ai parlé de l'acide performique. Voilà, on a étudié l'acide performique plus récemment, à partir du moment où il a été décidé qu'il serait utilisé pour la désinfection des eaux usées pour la baignade. On a participé à beaucoup d'essais du SIAP qui avaient été faits à la fois à l'échelle laboratoire, mais aussi à l'échelle industrielle sur l'usine de Malentour. Bon, il avait été montré dans la littérature que c'était un désinfectant qui était
plutôt efficace pour une large gamme de micro-organismes à des doses relativement faibles et donc à un coût relativement faible. Ça a été confirmé là, dans la thèse de Christelle Nabito-Kajoka avec d'autres analyses qui ont été réalisées. Vous voyez quelques résultats, là, et puis une estimation de coût au mètre cube d'eau traitée, qui fait que c'est un désinfectant très, très intéressant. Mais ce qui était peu connu à l'époque dans la littérature, c'était la réactivité avec les micropolluants organiques. Donc on a, dans la thèse de Christelle et puis aussi dans un postdoc auparavant, on a beaucoup travaillé sur la réactivité de l'acide performique, sur comment il est formé aussi, sa stabilité, c'était des choses qui n'étaient pas forcément bien documentées, à différents pH, quelle va être sa dégradation. Donc là, par exemple, vous voyez une courbe d'autodécomposition de l'acide performique. À différents pH, ça peut varier très, très largement. À pH acide, il va être un peu plus stable, et à pH basique, il va être encore plus dégradé que ça. Bon, je vais passer rapidement, mais on a fait beaucoup d'analyses en spectrométrie de masse haute résolution pour essayer de voir si on formait des sous-produits de dégradation avec l'acide performique. Et il s'est avéré qu'il formait très peu de sous-produits, il y avait peu de pics. Vous voyez, on peut faire des cartographies des micropolluants qui sont détectés, et il y avait très peu de pics qui apparaissaient. Donc c'était intéressant et prometteur pour l'application de ce procédé-là. Et puis, on avait aussi réalisé des analyses de sous-produits classiques, sous-produits de dégradation halogénés, tels que les trialométhanes ou les nitrosamines, qui peuvent être formés dans les procédés de potabilisation. Et on avait montré que là, avec l'acide performique, et même en désinfectant des eaux usées, des effluents traités d'eau usée, on formait quasiment pas de sous-produits. Donc, c'était vraiment intéressant au niveau chimie. Bon, je vais passer tout le reste. On a beaucoup caractérisé l'élimination des micropolluants organiques ensuite avec l'acide performique en montrant qu'il avait une très faible réactivité, sauf vis-à-vis de quelques molécules, vous voyez, comme la ranitidine, qui du fait de sa structure chimique, réagit beaucoup avec l'acide performique. Mais globalement, sur l'ensemble des molécules que l'on avait étudiées, il y avait très peu de réactivité. Donc, encore une fois, c'était concordant avec le fait qu'il était peu réactif et formait peu de sous-produits. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est aller à l'inverse, se dire, est-ce qu'on ne va pas pouvoir mieux faire réagir l'acide performique pour essayer d'éliminer ces micropolluants organiques. Et là, on a étudié des procédés d'oxydation avancés en couplant l'acide performique avec la photolyse UV. Donc là, vous voyez quelques résultats. Et ce qui a été assez intéressant, c'est qu'on a pu montrer que le couplage UV-PFA pouvait être encore plus efficace pour éliminer certaines molécules que le procédé UV-H2O2, qui est quand même un procédé assez puissant. Voilà, on a aussi comparé, je vais passer rapidement aussi, on n'a plus beaucoup de temps, entre les performances de ces couplages aussi avec l'ozonation. On a montré qu'il y avait des spécificités du couplage avec l'acide performique, mais que globalement, on était quand même à des performances qui peuvent être assez proches de celles de l'ozone. Voilà, au laboratoire, on travaille aussi beaucoup actuellement sur l'efficacité des procédés d'oxydation sur les gènes de résistance aux antibiotiques. Donc là, c'est les travaux de Myung qui est présente avec nous. Là, je présente juste une slide de Myung sur les résultats d'abondance microbienne. Donc, on a pu montrer qu'il y avait un abattement des micro-organismes grâce à l'acide performique et puis qui détruit les cellules. Ce n'est pas juste une inactivation, on a vraiment des cellules qui sont détruites grâce à l'acide performique. Et on applique de plus en plus ces méthodes-là à l'ensemble des procédés d'oxydation que l'on étudie dans le programme OPUR. Et là, vers où on va de plus en plus, c'est étudier ces mêmes choses, mais avec des méthodes métagénomiques pour étudier la diversité microbienne et aussi les gènes de résistance aux antibiotiques, avec des méthodes de biologie avancée, de microbiologie avancée, en particulier dans une thèse en cours qui vise à faire ce genre d'analyse et qui développe des méthodes de bioinformatique pour essayer de détecter ces gènes de résistance aux antibiotiques et ce qu'ils deviennent avec les traitements. Voilà, je vais essayer de faire une transition rapide vers ce que l'on étudie actuellement dans la phase 6 du programme et ce qui est envisagé par rapport aux différentes cibles que Sabrina a détaillées. Nous, on continue à travailler sur les cibles chimiques, les micropolluants et, comme je viens de montrer, les cibles biologiques, la diversité bactérienne et puis les gènes de résistance. On
on a eu un postdoc qui a déjà travaillé cette année là, sur les suites de la thèse de Kristina Bintukajoka sur les procédés d'oxydation, pour à la fois faire une évaluation technico-économique des différents procédés étudiés, essayer de voir lesquels étaient vraiment faisables dans les années à venir avec des coûts des coûts qui ne seraient pas démesurés, savoir si on pouvait faire des couplages sans que ça fasse des coûts qui soient trop importants, et puis qui a aussi étudié une meilleure compréhension des mécanismes d'oxydation en essayant de prédire les phénomènes d'oxydation à partir des propriétés physico-chimiques des molécules. Sur la désinfection à l'acide performique, on continue à travailler, comme je viens de montrer, sur les gènes de résistance et aussi sur l'élimination des virus par cet acide performique, et puis aussi d'autres procédés d'oxydation. En ce qui concerne tout le volet surveillance des différents polluants, on a un axe qui travaille beaucoup sur les biocides. On a aussi un axe d'étude sur les microplastiques. Donc ça, c'est des choses qui sont abordées dans la nouvelle phase d'eau pure aussi. Les PFAS qui ont été intégrés, qu'on analysait peu jusqu'à présent et qui vont être maintenant fortement ciblés par nos travaux, en particulier dans les boues. J'ai mis ça en bas, là, on a une thèse qui vient de démarrer sur la surveillance des micropolluants, des microplastiques, des PFAS, mais aussi des gènes de résistance aux antibiotiques dans les boues de stations d'épuration. Et puis, on a aussi un volet sur l'impact des rejets à travers l'estimation de la toxicité, à la fois à partir d'analyses chimiques. Donc, ça, c'était pareil, c'était le postdoc de Julien San, mais aussi la toxicité des produits de dégradation et des mélanges après oxydation. J'ai montré, c'était les travaux de Laure Garrigue-Gantard. Et puis, j'ai rajouté aussi tout le thème R2, finalement, qui concerne toutes les connaissances acquises depuis un certain nombre d'années dans les phases du programme eau pure sur la gestion des eaux pluviales et leur contamination en micropolluants. Dans la nouvelle phase d'eau pure, on a un gros volet sur les macro- et microplastiques aussi dans les eaux pluviales. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui permettront d'alimenter les connaissances et puis les connaissances sur ce point qui est ciblé par la DRU2, c'est-à-dire la collecte et la pollution des eaux de pluie. Voilà, donc j'ai fini sur l'aperçu de cette nouvelle phase d'eau pure. Et si vous avez des questions, nous sommes à vous.